Bonjour, bienvenue dans ce webinaire sur comment construire son plan d'action pour se préparer dès maintenant à l'obligation de 2023. Je suis Eric Vanscore, le dirigeant de Quibi, fondateur de Quibi, et donc c'est moi qui vais intervenir dans ce webinaire. Alors, ce n'est pas l'objet et je ne vais pas revenir dessus puisque le sujet est comment construire son plan d'action, quelles sont les choses qu'on peut attaquer dès maintenant, mais juste quelques mots pour repositionner le sujet. Si certains d'entre vous veulent faire le point sur l'obligation, ce qu'on sait, ce qui se dessine dès maintenant, plus en détail que les quelques mots que je vais aborder maintenant, ceux qui souhaitent le faire. Donc, on a un webinaire qui a été fait il y a 2 mois, dans la foulée de la publication du rapport de la DGFiP. Vous retrouverez le détail des grandes lignes de ce qui se dessine pour 2023. C'est pas le sujet pour aujourd'hui, donc juste pour revenir sur le contexte, la loi de finances de 2020 a introduit le fait que la facture électronique allait être obligatoire à partir de 2023 au plus tôt et au plus tard 2025 pour des raisons d'optimisation, de modernisation de la collecte des données fiscales. Donc en gros, on va vers la suppression des déclarations mensuelles, trimestrielles ou annuelles de TVA, très probablement également la suppression des déclarations d'échange de biens. Tout ça sera alimenté en temps réel par une collecte d'informations directement sur les flux de facturation. Et donc l'objectif, c'est de simplifier, mais c'est également de fiabiliser et d'assurer l'étanchéité de l'impôt. Donc le rapport a été remis au Parlement. Le rapport de la DGFiP a été remis au Parlement courant novembre. Il est disponible, il suffit de faire une petite recherche sur Internet si vous avez envie de regarder les 100 ou 110 pages de ce rapport. En gros, ce qui est important, c'est bien de se dire que c'est une trajectoire européenne dont l'objectif est à la fois d'aller améliorer les choses pour que ce soit plus efficace et plus confortable, plus moderne pour les entreprises, mais également d'assurer l'étanchéité, d'éliminer la fraude, notamment les fraudes dans les mouvements intra-européens d'un pays à l'autre, pour lesquels les procédures de TVA laissent place à des manipulations qui peuvent aboutir à des irrégularités, pourrait-on dire de manière assez simple. Voilà, donc 4 objectifs clairement affichés. Lutter contre la fraude à la TVA, réduire les coûts déclaratifs et faciliter toutes les déclarations, le pré-remplissage, réduire tous les coûts pour les entreprises, donc améliorer la compétitivité et en profiter pour avoir des informations en temps réel qui permettent à l'administration d'avoir une visibilité sur la conjoncture et la dynamique économique. Tout ça dans un cadre européen, directive 2010-45-CE, 2014-55-CE, qui sont en train de structurer toute cette partie TVA. 2010-45, c'est à proprement parler la TVA. 2014-55, c'est la facturation électronique dans le cadre des administrations publiques, ce qui serait traduit en France par Chorus, qui se traduit actuellement dans les textes en Allemagne avec des solutions qui se déploient en Espagne. Donc c'est en train de monter en puissance. Voilà. Une fois qu'on a passé ce contexte, ce qui me semble important, c'est juste de remontrer les enjeux pour bien comprendre pourquoi l'État français, qui est le créateur de la TVA, c'est un impôt inventé par les Français, la TVA, pourquoi l'État français s'intéresse à fiabiliser, à étanchéifier le dispositif. C'est assez simple. C'est un impôt qui rapporte 186 milliards d'euros. Donc ça, c'est sur les chiffres de 2018. C'est le premier impôt français en termes de collecte. Il représente à lui tout seul 45% des recettes fiscales. Donc c'est quand même quelque chose de particulièrement important. C'est surtout un impôt sur lequel on estime qu'il y a à peu près 8% de déperdition. En gros, 7,1% du revenu théorique de la TVA ne serait pas collecté, ce qui représenterait à peu près 12,1 milliards d'euros. 12,1 milliards d'euros à l'échelle de la France qui ne seraient pas collectés. Donc c'est un enjeu qui justifie la mise en place d'un plan d'action ambitieux de la part de l'État avec cette obligation qui va arriver, le calendrier a été communiqué, cette obligation qui va arriver, qui va se produire en différentes phases. 2023, ça va devenir obligatoire d'accepter une facture électronique conforme à ce qui va se décider dans les 2 ans qui viennent. 2023 sera également le début de l'obligation pour les grandes entreprises.
Et 2024-2025 seront des années de déploiement pour aller à 100% des entreprises, globalement comme on a fait dans le cadre de Chorus. Et ce qui va se passer en 2021-2022, ce seront des ajustements réglementaires, des choix sur le schéma cible. Je ne reviendrai pas là puisque c'est pas l'objet. Et également, c'est la mise en place de toutes les plateformes de test et la qualification des opérateurs. Voilà le contexte, ce qu'on peut résumer sur le cadre. Et donc sur cette obligation qui va s'imposer à toutes les entreprises. Sur ces bases, ce qui reste ouvert, ce sont de très nombreux points. On ne sait pas encore le dispositif dans ses détails, et donc notamment, qu'est-ce que sera une facture électronique? La certitude qu'on a à l'instant présent, c'est qu'un PDF image sera hors des clous. Ça ne sera plus autorisé. Donc si on envoie des PDF en pièce jointe à des mails ou en les publiant sur des portails, ça, on sait très bien qu'à partir de 2023, ça ne sera pas autorisé. À l'opposé, on ne sait pas encore ce qu'est une vraie facture électronique. Il y a également de nombreuses inconnues sur toutes les données obligatoires dans le flux de facturation. Visiblement, de nouvelles données vont apparaître dans les données obligatoires, mais cette liste n'est pas encore finalisée. On en reparlera un petit peu plus tard. Également, on ne sait pas ce qui va se passer dans les formats d'échange, comment les flux d'informations vont circuler, ni comment toutes les factures vont être adressées. Vous vous doutez bien qu'une facture papier, il y a la poste et le réseau d'adresses pour la transmettre. Une facture électronique, l'adressage ne sera pas sur une adresse postale, il va se baser sur d'autres critères. Ça reste encore flou. Les règles également d'opposabilité d'une facture qui aura été émise dans les règles, du dispositif, on ne sait pas non plus encore si elle sera réellement opposable en termes de date d'émission, de date certaine, et d'opposabilité, d'opposabilité à un tiers en cas de problème. On ne sait pas non plus quel sera le schéma technique de transmission des flux. Est-ce que ce sera un schéma, alors très rapidement, schéma en V, à savoir tout transite sur une plateforme centralisée, ou un schéma en Y, où on fonctionne dans un schéma plutôt décentralisé par des opérateurs ou des acteurs économiques qui gèrent les flux et qui font une carbone copie de ces flux à l'administration. On ne sait pas encore, même si la DGFiP a énoncé clairement une préférence pour le schéma en Y, compte tenu des faiblesses et des limites que rencontre l'Italie avec le schéma en V. On ne sait pas non plus comment seront agréés les opérateurs. On sait qu'il y aura un e-reporting de manière à ce que les informations qui ne circuleront pas dans le flux de facturation puissent être remontées à l'administration, donc les données d'encaissement par exemple, les données de facturation B2C qui ne sont pas à proprement parler concernées directement par la facture électronique, mais dont les informations seront importantes puisqu'il y a collecte de TVA. Donc il y a un certain nombre de données de e-reporting, ça reste encore flou. Comment les statuts de traitement des factures vont être pilotés, quels seront les contrôles éventuels de redondance que l'administration va mettre en place en comparant ce qui rentre et ce qui sort, ainsi que toutes les relations avec l'ADEME. Donc il y a encore un certain nombre d'inconnus. Malgré tout, et c'est là où ça me semble important, et c'est ce que nous voulons partager aujourd'hui, malgré tout, il est possible pour les entreprises de commencer à se préparer dès maintenant, parce que ça ne sera pas comme Chorus. Chorus, beaucoup d'entreprises l'ont absorbé en perruque, c'est-à-dire que finalement, c'est l'administration des ventes qui, au lieu d'envoyer les factures papier, passe 2, 3, 10, 15, 50 minutes, plus, moins, ça dépend, à aller les saisir, les uploader, les charger, les créer sur Chorus lorsque des solutions n'ont pas été mises en œuvre. 2023, c'est pas possible. 100% du flux de facturation, ça ne peut pas être absorbé comme si de rien n'était. Donc, il faut se préparer. Et il y a 4 sujets sur lesquels, dès maintenant, des actions peuvent être engagées de manière à aborder sereinement 2023, 2024, 2025, selon la vague qui pourra concerner chaque entreprise, mais de manière à les aborder sereinement quand on en saura un petit peu plus. L'enjeu est vraiment d'anticiper le fait, et ça n'est pas un détail, nous, en tant qu'opérateur, on le pratique très régulièrement, dans la facture électronique, il n'y a plus l'œil, il n'y a plus la main de l'être humain. Et donc, tous ces petits fils qui dépassent, toutes ces petites choses qu'on gère usuellement grâce à l'intervention de l'homme, enfin de l'homme avec un grand H, de l'être humain, de l'homme et de la femme, tout ça, ça disparaît. Et typiquement, dans les flux Chorus, par exemple, ça a fait ressortir énormément de problématiques dans le flux de facturation, et beaucoup d'entreprises ont mis un petit peu de temps à stabiliser les choses. Certaines même continuent à avoir quelques difficultés. Donc, un plan d'action,
qui simplement est lié au fait que quel que soit l'outil, le service qui sera mis en place pour gérer les factures électroniques conformes avec un opérateur agréé, sujets qui aujourd'hui sont encore un peu flous puisque rien n'est clarifié là-dessus, quel que soit le service qui sera mis en place, il va requérir des données fiables. Donc là, il y a un vrai chantier sur les données qui peut être démarré très très vite. Il va imposer un process de facturation, là aussi fiable et réactif, on va y revenir derrière, et une organisation, un mode de fonctionnement également au top niveau. Pour une raison simple, alors c'est pas très beau ce que je vais dire, mais c'est une image que j'ai entendue une fois dans une conférence il y a longtemps, et qui dit bien les choses. En informatique, on dit toujours c'est merde en entrée, merde en sortie. Dès que les flux sont dématérialisés, que les flux circulent, dans ce cas-là, la merde circule plus vite. Alors, désolé pour cette image qui est pas très très belle, mais c'est exactement le sujet. L'outil ne palliera pas aux défauts dans les datas, aux insuffisances de process ou d'organisation. Au contraire, il va les exacerber. Et donc, il est impératif pour toutes les entreprises, dès maintenant, de travailler sur ces trois sujets, données, process, organisation, on va y venir derrière, de manière à se préparer à la migration et que ne reste à ce moment-là, au moment où on va mettre en place l'outil destiné à gérer ces flux de facturation, que ne reste que l'appropriation de cet outil, la conduite du changement et la bascule, le déploiement au quotidien. Et que tous les sujets de process, d'organisation et de data aient été mis sous contrôle en amont. Parce que ceux-là, on peut les mettre sous contrôle tout de suite. Très schématiquement, 4 chantiers. Premier chantier, la data. La facture, c'est un flux de données. Je l'ai évoqué il y a 2 secondes. On sait déjà que ce qui intéresse l'administration, ça n'est pas le visuel de la facture, exit l'image PDF, mais ce sont les data, les données, les montants, les bases de calcul de TVA, les éléments qui impactent ce calcul ou qui peuvent avoir des interférences avec les flux de marchandises, puisque, comme je l'ai évoqué, la DEB risque d'être impactée par cette obligation de facture électronique. Donc, l'administration, ce qui l'intéresse, ce sont les data. Et surtout, l'identification des parties des parties prenantes dans le flux de facturation, le facturé par, le facturé à, les assujettis. Et on sait très bien que autour de ces parties prenantes facturées par, facturées à, on a d'autres parties prenantes qui gravitent, éventuellement des payés à, si on a un facteur, ou des payés par, si c'est centralisé sur des points des centrales d'achat ou des centrales de paiement. On peut avoir plein d'intervenants qui vont participer à la filière. Et donc, le référentiel client de l'entreprise doit être d'équerre. Parce que si le référentiel n'est pas propre, ça va directement impacter toutes les informations qui vont être remontées à l'administration. Et donc, par ricochet immédiat, tous les calculs de TVA. Donc, à l'instant présent, on ne sait pas si l'administration utilisera le SIRET ou le TVA intra pour identifier les parties prenantes. Ce sera l'un ou l'autre. C'est pas grave. Autant mettre d'équerre les deux dans les bases clients et s'organiser pour que les informations soient à jour. Autant mettre à jour également les référentiels dans les outils de gestion pour bien identifier toutes les parties prenantes. Les commandes départ, parce qu'on risque également d'en avoir besoin, ou les points de livraison, les adresses de livraison, parce qu'on risque également d'en avoir besoin dans les flux d'informations qui vont circuler, et puis toute cette filière de facturation avec l'identification éventuellement des payés à, des payés par, tous les acteurs qui peuvent graviter autour du binôme fiscal assujetti à la TVA, facturé par, facturé à. C'est pas un exercice de style. Moi, je l'ai vécu, enfin, on l'a vécu dans le cadre de Quibi en déployant des fournisseurs sur une centrale de paiement. Euh, je ne mettrai pas de proportion parce que c'est confidentiel, mais plus de la moitié des fournisseurs avaient des bases de données dans lesquelles ils confondaient le facturé A, qui était l'assujetti fiscal concerné par l'opération de TVA, et le payé par, qui était la centrale qui intervenait juste par ordre et pour compte pour payer la facture. Et donc, cette confusion-là, inévitablement, impacterait les déclarations de TVA. Donc ça, c'est des choses à mettre totalement d'équerre. Si c'est propre dans vos cas, c'est parfait.
mais d'expérience, on sait que c'est assez rare. Donc, les données de la base client, toutes les données de paiement, parce qu'apparemment, les informations de paiement, le mode de paiement et le compte bancaire sur lequel je dois encaisser sont des informations, et peut-être même le compte bancaire du client, sont des informations qui risquent d'être requises dans le flux d'informations de l'administration, dans la facture électronique cible. À l'instant présent, on ne sait pas, mais c'est évoqué dans le rapport de la DGFiP. Également, les données de transport. Lorsqu'il y a un transport avec un transporteur, la DGFiP, dans son rapport, évoque également des informations sur les modalités de port, le coût du port, le transport, l'adresse de livraison, euh, comme étant des informations qu'elle souhaite récupérer. Donc là, premier chantier, tout de suite, les filières de facturation pour s'assurer que les référentiels clients et fournisseurs, par ricochet, sont propres, avec les TVA intra, les SIRET à minima, et garder l'œil ouvert sur toutes les obligations d'information qui vont arriver, parce que l'outil peut véhiculer, le système d'information pourra véhiculer l'information, sauf que si l'information n'est pas populée, on va véhiculer du vide et ça va générer des problèmes derrière. Premier chantier, la data. Deuxième chantier, alors celui-là, je n'ai mis que 2 pavés dedans, mais ne pas déduire qu'il y a moins de volume dans le slide, que c'est un chantier moins important. C'est un chantier monumental. La piste d'audit fiable, la PAF, comme on a tendance à la surnommer. Une obligation pour toutes les entreprises pour assurer l'opposabilité fiscale des factures, la recevabilité fiscale des factures, c'est le meilleur mot, qui ne sont pas porteuses d'une signature numérique. Et ça, dans la mesure où la facture électronique va se généraliser et que tous les flux ne seront pas porteurs de signature numérique ou ne seront pas en EDI, la PAF va être incontournable. Donc là, il y a un vrai sujet. Je ne rentre pas dans les détails. On a fait un webinaire en partenariat avec le cabinet de conseil Hemming il y a quelques semaines. Le lien est dans le support, ou il est sur notre site sur fr.kubi.me. Dans les webinaires passés, vous pouvez visualiser le replay où là, Hemming explique en détail ce qu'est la PAF, comment la mettre en œuvre et quels sont ses conseils pour réussir un projet de mise en œuvre. En tout cas, la PAF, qui est déjà une obligation sous-estimée par beaucoup d'entreprises, va devenir incontournable. Et cela aussi bien sur les flux sortants que sur les flux entrants. Et ce n'est pas aussi simple d'un côté que de l'autre. Donc ça, c'est un deuxième chantier qui peut être attaqué tout de suite, qui peut être mis sous contrôle tout de suite. C'est l'affaire de quelques semaines, quelques mois, mais ça peut être attaqué malgré les incertitudes actuelles de ce qui va se passer en 2023. On sait, c'est dans le rapport de la DGFiP, que la piste d'audit va être encore plus incontournable. C'est énoncé, c'est une certitude. À chaque entreprise de la mettre en place. Troisième chantier qui peut être initié tout de suite et qui peut être choquant en tant que tel, mais là aussi, on va dire notre expérience du sujet permet de dire que la réalité n'est pas toujours à la hauteur de ce qu'on pourrait souhaiter, la fiabilité de la facturation. Je vous laisse imaginer, et on le voit, et ceux qui pratiquent Chorus le voient, dès qu'il y a des erreurs dans des factures Chorus, c'est rapidement, encore une fois, j'ai utilisé un mot qui n'est pas très beau, mais c'est rapidement le bordel. Et que des litiges, les rejets, les retards de facturation, des informations clients, donc destinataires de la facture, manquantes, des codes de commande, etc., tout de suite, ça complique tout. Je ne parle même pas de l'impact sur les délais de paiement. Là, c'est même pas le sujet. Le sujet, c'est que chaque facture va partir en carbone copie à l'administration. Donc, si j'ai un litige, si j'ai une erreur, s'il y a des problèmes de concordance avec le flux de facturation au sens le flux de production, pardon, avec les opérations économiques, ça va tout de suite porter à conséquence. S'il faut faire des avoirs, des doublons, des refacturations, attention, c'est fini l'époque du papier où je prenais ma feuille, je la mettais à la poubelle et puis je refaisais une nouvelle facture. C'est terminé ça. La facture sera systématiquement carbone copie à la idem pour l'avoir. Et donc, ça veut dire qu'il y a un vrai sujet de fiabilité du process de facturation pour limiter
tous ces risques d'erreur, pour limiter tout ce qui va générer des écarts entre la facturation et l'opération économique en tant que telle, tout ce qui pourrait être des sources de désaccord avec le client parce qu'il manque des informations sur la facture, une référence contrat, un contrat cadre, etc. Tout ce qui peut provoquer une, une boucle inutile dans le process de facturation. Parce que cette boucle va forcément se retranscrire dans les flux transmis à l'administration et par ricochet, ça va potentiellement déclencher des problèmes dans les décomptes, les calculs. Fiabilité de la facturation, un vrai sujet, parce que la facture électronique va tout de suite aller dans les bases de données d'administration et donc toutes les erreurs qui génèrent avoir refacturation, correctif, modification, etc., etc., vont avoir des impacts directs, immédiats sur la TVA. D'une certaine manière, ça peut également se voir côté gestion des paiements. Il y en a beaucoup moins, mais les petites erreurs dans les règlements vont également avoir des impacts. Aujourd'hui, dans des déclarations mensuelles ou trimestrielles, ça ne se perçoit pas, c'est noyé dans la masse. Là, on sera sur du fil de l'eau. Chaque facture égale une transaction communiquée à l'administration. Donc, toutes ces petites erreurs, là, se verront et vont demander du travail au quotidien pour gérer. Ce qui veut dire, en conséquence, et là, on est sur un aspect organisationnel, une gestion rapide de tous ces incidents et ces litiges. Donc, si je n'arrive pas à les juguler avant l'émission de ma facture, il est indispensable de les gérer efficacement et rapidement après émission de la facture. Là aussi, l'expérience Chorus est très très intéressante. Nous, on peut le voir sur les, je sais pas, on doit avoir 120 ou 150 clients qui font du flux Chorus. Au démarrage, on a deux cas de figure. Il y a ceux qui tout de suite mettent le paquet sur la gestion des incidents et les mettre sous contrôle très très vite. Et puis il y a ceux qui font pas attention et qui, au bout de quelques semaines, quelques jours ou quelques mois, se rendent compte qu'il y a une kyrielle de factures qui ne sont pas payées parce qu'elles sont bloquées, elles sont rejetées sur Chorus, quelle qu'en soit la raison, et que dépatouiller tout ça, dans la mesure où la facturation, c'est un flux continu qui se répète souvent avec les mêmes clients, dépatouiller tout ça, plus on attend, plus ça devient compliqué. Donc là, une certitude qui pourra être vérifiée et qui peut être anticipée, c'est que quand une entreprise va démarrer sa conformité avec l'obligation de facture électronique avec copie à l'administration, il faudra prévoir du temps, de la ressource pour faire le suivi au plus près des incidents qui peuvent survenir, de manière à éviter que ces incidents s'accumulent et portent à conséquence, pas forcément sur les paiements, mais sur les calculs des bases de TVA. Quatrième chantier, il ne faut pas l'oublier celui-là, parce que moi je parle des factures clients parce que c'est mon métier, mais une facture qui sort, forcément, elle arrive quelque part. Ça n'est plus une facture client, c'est une facture fournisseur, elle est reçue par le client. Donc oui, l'émission des factures va être un point hyper important, mais attention à la réception des factures. Parce que, on l'a vu, un e-reporting va être mis en place pour permettre de collecter les données sur notamment les paiements. Donc chaque entreprise va devoir émettre ce e-reporting pour déclarer ce qu'elle a payé, très important, puisque là, on va être dans la déduction. Mais aujourd'hui, combien d'entreprises ont une vision parfaitement centralisée et sur un timing court de toutes les factures qui sont reçues? Parce que dès qu'on parle de factures reçues, ok, il y a beaucoup de factures, des gros fournisseurs, des frais généraux, des achats directs. Puis à côté de ça, il y a souvent plein de petites factures d'achats indirects qui passent en note de frais et donc qui ne sont pas toujours bien rentrées au bon moment, en tout cas dans le bon timing, dans les process de gestion, ou qui sont des factures payées par quelqu'un avec sa carte bancaire dans un coin ou dans un autre, parce qu'on paye un petit site internet, on paye une prestation, ou ci ou ça. Toutes ces factures-là, c'est hyper important d'assurer leur centralisation et de leur assurer un traitement fiable et une intégration efficace dans les process de gestion, de manière à ce que le e-reporting qui sera généré en complément, en miroir des factures émises par le fournisseur, soit le plus propre, le plus efficace, le plus proche possible de la réalité. Enfin, dernier point,
la revoilà, je suis désolé, mais la PAF, 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 la PAF, elle concerne aussi les factures fournisseurs. Elle concerne les factures clients pour bien être capable de montrer que la collecte de TVA est justifiée, ou la déduction côté fournisseur. Donc, si j'ai pas une PAF dans le traitement de mes factures fournisseurs, je peux me faire requalifier sur les collectes de TVA. Donc, la PAF, on la trouve bien de tous les côtés et c'est une vraie préoccupation. Ça n'est pas nécessaire d'attendre 2023 pour attaquer le sujet. On peut le faire dès maintenant. Enfin, je rajoute un petit sujet, un petit chantier pour la fin, mais celui-là, il arrivera derrière. Ce sera d'avoir un outil pour gérer ce flux. Sauf qu'aujourd'hui, on ne sait pas encore ce que sera au sens fiscal du terme la e-facture en 2023. On ne sait pas encore quelles seront les modalités de transmission des flux à l'administration. On ne sait pas encore comment seront qualifiés, comment seront agréés les opérateurs. Donc aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Ça n'est pas le sujet. Ça sera le sujet en 2022, 2023, quand on en saura un peu plus. Malgré tout, cette partie ne devra quand même pas être sous-estimée parce que tout le monde, aujourd'hui, tout le monde dit je sais faire de la facture électronique, envoyer un PDF par email, c'est l'enfance de l'art. Effectivement, Gmail, c'est le faire gratuitement. Là, on va parler de quelque chose d'un petit peu plus compliqué parce que au-delà de l'aspect conformité, il y aura quand même potentiellement, si c'est le schéma en Y qui l'emporte, si c'est le schéma en Y qui l'emporte, il y aura des enjeux de compatibilité avec les attentes des destinataires. Des entreprises qui aujourd'hui travaillent avec des donneurs d'ordre ou des clients d'une certaine taille, elle est confrontée à des attentes de ses clients pour mettre en place des cahiers des charges de manière à transmettre les factures. Donc ça ne va pas disparaître, ça va perdurer. Et donc, je ne pourrais pas choisir, moi en tant qu'entreprise, mon outil pour émettre mes flux en ignorant ce que peuvent attendre mes clients. Parce que l'objectif de la facture, c'est pas seulement d'aller dans l'administration, dans les bases de données d'administration, c'est d'aller chez mon client d'une manière conforme à ce que lui souhaite recevoir, afin qu'il puisse procéder au règlement. C'est quand même la finalité absolue du truc. Donc, la compatibilité avec les attentes, les interopérabilités, les interconnexions pour assurer la circulation de la facture vers son vrai destinataire seront un point très important dans la mise en place de l'outil. Et puis, attention, puisqu'on est dans les sujets, dans la partie choix de la solution, attention, la facture, c'est un flux continu. C'est important parce que souvent, sans vouloir être trop direct, mais des éditeurs de RP vont dire, bah, moi, je sais faire de la facture, je sais faire un outil sur lequel les utilisateurs se connectent, qu'ils utilisent, donc je sais faire de la facture. Oui, sauf qu'une facture, on en fait tous les jours, toutes les entreprises en font tous les jours, à destination de plusieurs centaines, plusieurs milliers, voire plus de clients. C'est un flux en continu. C'est pas la même chose que de gérer un outil applicatif qui fonctionne sur un poste de travail. Là, des factures, ce sont des flux avec désormais l'administration qui va rentrer dans le cheminement du flux, et puis au bout du fil, un destinataire qui peut avoir des attentes ou des exigences. Voilà. Donc l'outil, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, c'est pas le sujet. Ce sera le sujet fin d'année 2021 quand on commencera à en savoir un peu plus, 2022 très certainement. Et donc, dans l'immédiat, pourrait-on dire en guise de conclusion, dans l'immédiat, ce qui est important, ce sont les 4 chantiers que j'ai évoqués avant. La data, s'assurer que le référentiel client est propre, avec les bonnes informations de TVA, SIRET et toutes les données que progressivement on va voir apparaître dans les exigences de l'administration. Le deuxième chantier, c'est la piste d'audit, côté fournisseur, côté client, piste d'audit. Le troisième chantier qui peut être attaqué également très très vite, c'est le process de facturation pour le rapprocher au maximum des opérations économiques, le fiabiliser et faire en sorte de réduire tous les petits incidents qui étaient faciles à gérer avec du papier qu'on pouvait mettre à la poubelle, mais qui vont devenir insupportables dès que les factures seront en copie dans les bases de l'État ou seront transmises sous forme électronique opposable au destinataire. Et le dernier chantier, ne pas négliger la partie fournisseur, parce que l'obligation de 2023 va intégrer un volet e-reporting pour remonter à l'administration toutes les données de paiement des factures qui ont été reçues. Voilà ce que, à l'instant présent, on peut dire sur comment attaquer dès maintenant la préparation de l'obligation 2023. Alors, petite page de pub, mais c'est vraiment très très court. Là, typiquement,
nous, en tant qu'opérateurs, mais vraiment, je vais faire moins de 30 secondes. Nous, en tant qu'opérateurs, effectivement, c'est un sujet sur lequel on a une expérience, une expertise, et on peut accompagner parce qu'on se rend compte que passer à la facture électronique, c'est pas seulement dire on va arrêter le papier. C'est remplacer le papier par des flux immatériels. Et à partir de là, comme je l'évoquais tout à l'heure, l'œil et la main de l'homme disparaissent. Donc il faut s'assurer que tout ça, ça fonctionne sans intervention humaine, dans un contexte de flux continu, avec un schéma qui peut être compliqué, puisqu'au bout du fil, on peut avoir plein d'acteurs différents, plein d'attentes différentes, que ce soit les administrations, les portails, etc. J'en dis pas plus, c'est pas forcément le sujet, puisque en plus, comme je l'évoquais, à l'instant présent, on ne sait pas ce qui sera exactement attendu côté opérateur, côté prestataire de service par l'administration, et il y a suffisamment de choses à faire entre les data, le process, la PAF et les factures fournisseurs pour occuper les prochains mois. Malgré tout, si certains sont intéressés, bien entendu, on est disponible. J'ai fini les points que je souhaitais aborder. Est-ce que vous avez des questions? Je vois, effectivement, je vois une question sur FactureX. Alors, ça tombe bien, puisqu'en plus, c'est un sujet qu'on va aborder jeudi dans un autre webinaire. Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire, si ce n'est déjà fait. FactureX est dans les clous pour être conforme à ce qui va se passer en 2023. Mais, comme on ne sait pas encore exactement toutes les informations que l'administration va souhaiter, il est un peu tôt pour crier victoire. Mais en tout cas, FactureX est très bien positionné pour apporter une réponse, d'autant que au niveau du FNFE, dont nous faisons partie, du Forum national de la facture électronique, qui est une instance de référence sur le sujet, il y a une coordination régulière qui est faite avec le projet 2023 par l'administration, de manière à assurer la cohérence entre FactureX et les attentes de l'État. En tout cas, pour l'instant, les premiers relevés qui ont été faits font que les attentes de l'État sont conformes à la norme 16913, je crois, EN 16913 ou 16953, qui est la norme sémantique des flux de facturation. Et donc, pour l'instant, les attentes de l'administration sont conformes avec la structure de données de FactureX qui est construite sur cette norme-là. Voilà. Alors, sur les flux de facturation existants, les flux de facturation électronique, bien entendu, enfin, c'est ce que je décrypte, ces flux de facturation existants vont perdurer. A priori, en tout cas dans le rapport de la DGFiP, la direction des finances publiques identifie clairement le fait que la France, contrairement à ce qu'on peut parfois avoir tendance à dire, est loin d'être en retard sur la facture électronique, que de nombreux flux de factures électroniques existent déjà. On ne parle pas de Chorus, on parle des flux avec les donneurs d'ordre, des gens comme Carrefour, Auchan, qui ont démarré le sujet il y a plus de 20 ans et qui aujourd'hui sont à près de 100% de factures électroniques fournisseurs reçus. Donc il y a énormément de flux qui existent, la DGFiP le reconnaît, et une de ses préoccupations, c'est justement d'assurer la mise en place du nouveau schéma en cohérence avec les flux existants pour ne pas imposer de tout remettre à plat, de tout annuler, de tout reprendre, ce qui serait un cauchemar. Enfin, je n'ose à peine me mettre à la place d'un donneur d'ordre, d'un grand donneur d'ordre qui aujourd'hui a quasiment déployé 100% de ses factures fournisseurs en facture électronique, ou d'un émetteur qui a 50 ou 60%, à qui on dirait désormais tout ce que vous avez fait, ça part à la poubelle. Donc là, sur les flux, les flux existants, on devrait les garder. Merci beaucoup de votre attention.